Tout a commencé par une journée de juin en Provence, une de ces journées où la chaleur fait vibrer l'air au-dessus de l'asphalte et où le chant des cigales est si puissant qu'il en devient presque assourdissant, une sorte de cri statique permanent. Je venais de quitter l'autoroute A7 pour m'engager sur les petites routes sinueuses bordées de platanes qui mènent à Lourmarin. Je roulais les fenêtres ouvertes, laissant l'odeur du thym sauvage et de la poussière chaude envahir l'habitacle de ma voiture. Je suis architecte spécialisé dans la restauration de patrimoine, un métier de passion mais d'une exigence physique et mentale absolue. Je venais de passer 3 mois épuisants sur un chantier de rénovation d'une cathédrale gothique dans le nord de la France, à gérer des artisans capricieux et des délais impossibles. Mon refuge, mon sanctuaire, c'est la citadelle. C'est ainsi que j'ai baptisé mon mas, une vieille ferme en pierre sèche du XVIIIe siècle que j'ai achetée à l'état de ruine totale il y a 10 ans. À l'époque, personne n'en voulait. Les toits étaient effondrés, les murs ventrus, le jardin une jungle de ronces. J'y ai investi chaque centime que j'ai gagné, chaque minute de mon temps libre. J'ai poncé les poutres moi-même, j'ai jointoyé les pierres jusqu'à avoir les mains en sang, j'ai dessiné chaque perspective du jardin. Cette maison n'est pas seulement un bien immobilier pour moi. C'est la preuve tangible que je suis capable de construire quelque chose de solide, moi qui ai grandi sur les sables mouvants d'une famille dysfonctionnelle. Alors que mon portail en fer forgé apparaissait au bout de l'allée des cyprès, mon rythme cardiaque a ralenti. J'allais enfin pouvoir souffler. J'allais enfin retrouver mon silence, mon ordre, ma paix. Je suis quelqu'un qui a un besoin viscéral d'ordre. Mon enfance a été un chaos permanent, dicté par les caprices de mon frère aîné, Amaury, et j'ai passé ma vie d'adulte à ériger des murs, au sens propre comme au figuré, pour me protéger de l'imprévisible. Mais alors que j'approchais, j'ai vu quelque chose qui a fait dérailler ma sérénité. Un camion. Un énorme camion de location cubique, blanc et sale, avec l'inscription déménagement express en lettres rouges agressives, était garé en travers de mon entrée. Il bloquait l'accès, ses roues arrière écrasant sans pitié mes bordures de romarin soigneusement taillées. Mon cœur a raté un battement, puis s'est mis à cogner furieusement contre mes côtes. Ce n'était pas une visite surprise. On ne vient pas pour le thé avec un camion de 20 mètres cubes. C'était une invasion. Devant le camion, formant un petit groupe arrogant, se tenaient mes parents, Régis et Bernadette. Et à côté d'eux, adossé au capot de sa voiture de sport de location, mon frère aîné, Amaury. Amaury, 36 ans, le génie incompris de la famille, celui qui n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois mais qui se présente toujours comme un entrepreneur visionnaire. Accroché à son bras comme une plante grimpante toxique, il y avait Cyrielle, sa fiancée. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois lors de déjeuners brefs et gênants. Elle est issue d'une famille de nouveaux riches de la Côte d'Azur, le genre de personne qui juge la valeur d'un être humain à la marque de son sac à main et qui pense que la politesse est réservée au petit personnel. J'ai coupé le contact. Le silence du moteur a été immédiatement remplacé par le bourdonnement des cigales et le bruit de mon propre sang battant dans mes tempes. Je suis sorti de la voiture, mes jambes tremblant non pas de peur, mais d'une rage froide et contenue. Ma mère, Bernadette, ne m'a pas souri. Elle n'a pas ouvert les bras pour accueillir sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis 4 mois. Elle a simplement levé son poignet et tapoté le cadran de sa montre avec un ongle manucuré. « Tu es en retard, Isor », a-t-elle lancé d'une voix aigre. Les déménageurs attendent le code du portail depuis 20 minutes. Chaque quart d'heure est facturé, tu sais. Tu es toujours aussi irresponsable. J'ai cligné des yeux, abasourdi par l'audace de cette entrée en matière. La chaleur était écrasante, mais je me sentais glacée. « Maman ? Qu'est-ce que vous faites là ?» ai-je demandé, ma voix sonnant étrangement calme à mes propres oreilles. « Et pourquoi y a-t-il un camion de déménagement devant chez moi ?» Amaury s'est avancé. Il a ajusté ses lunettes de soleil de marque, probablement achetées avec l'argent de la retraite de mes parents, et a mâché son chewing-gum avec une arrogance qui me donnait la nausée. Il avait cette posture décontractée de celui qui pense que le monde lui appartient de droit divin. « Allez, ouvre, Isor. » Cyrielle a chaud. Ce n'est pas bon pour le bébé de rester en plein soleil. J'ai porté mon regard sur le ventre de Cyrielle. Elle était enceinte de 6 mois, son ventre moulé dans une robe d'été blanche bien trop chère. Elle me regardait avec un mélange d'ennui et de dédain, s'éventant avec une brochure touristique comme si ma présence était une nuisance mineure, comme une mouche qu'on chasse. « Je ne vais rien ouvrir du tout, ai-je dit, en croisant les bras sur ma poitrine. Vous n'êtes pas invité. C'est une propriété privée. Vous n'avez pas prévenu de votre visite.
C'est là que papa, Régis, est intervenu. Il a toujours été l'autoritaire de la famille, celui dont la voix de baryton faisait trembler les murs de notre HLM quand j'étais petite. Il s'est approché de moi, envahissant mon espace vital, essayant de m'intimider par sa taille et sa prestance fanée, comme il le faisait quand j'avais 10 ans. Arrête ton cinéma, Isor. On n'a pas le temps pour tes caprices d'enfant gâté. Ton frère se marie dans 2 semaines. Ils ont besoin de s'installer. J'ai ri. Un rire nerveux, incrédule, qui est sorti tout seul. S'installer? Où ça? Ici, a aboyé mon père, comme si c'était l'évidence même. Ta mère et moi avons décidé que cette maison est le lieu idéal pour qu'ils commencent leur vie de famille. Ton appartement à Marseille te suffit amplement. Tu es seul, après tout. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de 5 chambres, d'une piscine et d'un hectare de terrain. C'est du gaspillage. La violence de ces mots m'a frappé comme une gifle physique en plein visage. Ils avaient tout planifié. Sans moi. Contre moi. Ils avaient tenu conseil, décidé de mon sort et disposé de mes biens comme s'ils leur appartenaient. Le soleil de Provence continuait de taper fort, transformant la scène en un tableau surréaliste et cruel. Le mépris dans la voix de mon père n'était pas nouveau, je l'avais entendu toute ma vie sous forme de remarques insidieuses sur mes choix, mon métier, mon célibat. Mais l'ampleur de leur délire atteignait aujourd'hui un sommet inédit, une montagne de folie pure. Vous avez décidé? Ai-je répété lentement, articulant chaque syllabe pour être sûr de bien comprendre. Vous avez décidé de donner ma maison, mon titre de propriété, à Amaury? Comme ça? Comme on donne un vieux pull? On ne te la vole pas, on la réquisitionne pour la famille, a corrigé maman, adoptant ce ton pédagogique insupportable qu'elle utilisait quand elle m'expliquait pourquoi Amaury avait droit à la plus grosse part de gâteau. C'est un cadeau de mariage. Nous avons promis aux parents de Cyrielle qu'ils seraient logés convenablement. Ils ne peuvent tout de même pas élever un enfant dans leur studio minable. C'est un studio qu'Amaury a choisi de louer parce qu'il a dépensé toutes ses économies dans ses crypto-monnaies stupides et ses projets foireux. Ai-je crié, perdant enfin mon calme, ma voix se brisant sous l'effet de l'injustice. Cyrielle a poussé un petit cri scandalisé, portant une main manucurée à sa bouche. Elle s'est détachée d'Amaury et a fait quelques pas vers mon jardin, s'éloignant de la dispute comme si elle était au-dessus de tout cela. Amaury, chérie, ta sœur est hystérique. Je t'avais dit qu'elle serait difficile. Elle est toujours aussi égoïste. En parlant, elle a marché délibérément dans mon parterre de pivoines rares, des fleurs que j'avais mis 3 ans à acclimater. J'ai entendu le craquement des tiges sous ses talons compensés. Elle l'a fait en me regardant droit dans les yeux, un petit sourire en coin. C'était un message clair, brutal, sans équivoque, ce qui est à toi est désormais à moi. Je peux le détruire si je veux. Ne touche pas à mes fleurs. Ai-je sifflé, prête à bondir. Ce ne sont que des plantes, Isor, a rétorqué Amaury en riant, trouvant la situation amusante. D'ailleurs, on va tout raser ici. Cyrielle veut une piscine à débordement à la place de ce jardin de grand-mère. J'ai déjà contacté l'entrepreneur, il vient demain pour le devis. Un souvenir violent, tranchant comme un tesson de bouteille, est remonté à la surface de ma mémoire. J'avais 12 ans. J'avais passé 3 mois, soir après soir, à construire une maquette de château fort pour un concours scolaire régional. C'était mon échappatoire, ma fierté, mon monde à moi. La veille du concours, Amaury, qui avait 14 ans et venait d'échouer lamentablement à son examen de mathématiques, était entré dans ma chambre alors que j'étais absente. Il avait regardé ma maquette, la perfection de mes tours, la précision de mes murs. Puis, sans un mot, il l'avait piétiné. Il avait sauté dessus à pieds joints jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du carton déchiqueté et de la colle. Quand j'étais rentrée et que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, maman m'avait grondé. Elle m'avait dit que mes cris dérangeaient Amaury qui traversait une période difficile et qu'après tout, ce n'était que du carton. 20 ans plus tard, rien n'avait changé. La dynamique était exactement la même. Je construisais, il détruisait, et mes parents lui fournissaient le marteau avec un sourire bienveillant. Je vous donne 10 secondes pour dégager, ai-je dit, ma voix tremblante de rage, mes poings serrés si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. 10 secondes. Sinon j'appelle la gendarmerie. Papa a éclaté de rire. Un rire gras, condescendant, qui a fait vibrer son double menton. Il a fouillé dans la poche de sa chemise et en a sorti un papier froissé, plié en 4.
Appelle qui tu veux, ma pauvre fille. Tu oublies qui a payé pour tes études, ingrate. Tu oublies que nous sommes tes parents. Selon le code moral de cette famille, tout ce que tu gagnes nous appartient. J'ai ici un accord que nous avons rédigé hier soir. Il a agité le papier sous mon nez. J'ai pu lire quelques lignes écrites de la main de ma mère, une écriture ronde et faussement innocente. Mademoiselle Isor reconnaît par la présente que la villa La Citadelle est un bien en usufruit familial et s'engage à la mettre à la disposition exclusive de son frère Amaury pour une durée indéterminée, en remerciement des sacrifices faits par ses parents pour son éducation. Signe ça, a ordonné papa, me tendant un stylo bon marché. Et on te laissera peut-être garder la petite chambre d'amis au-dessus du garage pour les week-ends. Si tu es sage et que tu ne déranges pas le couple. J'ai regardé ce papier ridicule. Il pensait vraiment qu'un gribouillage sur une feuille de cahier avait une valeur légale face à un acte notarié? C'était pathétique. Mais c'était aussi terrifiant. Ils y croyaient vraiment. Ils vivaient dans une réalité alternative où j'étais leur servante et Amaury leur prince héritier. Leur narcissisme avait effacé toute notion de loi et de réalité. Jamais ai-je craché au visage de mon père. Je préfère brûler cette maison pierre par pierre plutôt que de laisser Amaury y vivre une seule seconde. Maman a soupiré, une expression de martyr sur le visage, levant les yeux au ciel comme pour prendre Dieu à témoin de mon ingratitude. Tu nous obliges à être durs, Isor. Tu es si conflictuel. Amaury, appelle les déménageurs. Dites-leur de forcer le portail si nécessaire. On changera la serrure après. Amaury a sorti son téléphone, un sourire cruel aux lèvres. Avec plaisir, maman. J'ai toujours dit qu'il fallait une grille plus moderne de toute façon. Ils allaient vraiment le faire. Ils allaient forcer l'entrée de ma maison, violer mon sanctuaire, détruire mon havre de paix sous prétexte que c'est la famille. J'ai réalisé à cet instant précis qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était plus une simple dispute familiale autour du rôti du dimanche. C'était une guerre déclarée. Et ils venaient de franchir la frontière. J'ai reculé vers ma voiture, verrouillé les portières dans un bruit sec qui a fait sursauter ma mère, et composé le 17. Gendarmerie de Pertuis, j'écoute. Je suis chez moi, au 40 chemin des Oliviers. 4 individus tentent de pénétrer par effraction dans ma propriété, menacent de détruire mon portail et m'agressent verbalement. J'ai peur pour ma sécurité. On arrive, madame. Restez à l'abri. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone entre mes sièges. De l'autre côté de la vitre teintée, je voyais mon père hurler, le visage rouge violacé, frappant de son poing sur ma vitre conducteur. Ouvre cette porte. Tu vas le regretter, Isor. Tu vas finir seule, vieille et aigrie. Ouvre. Seule. Peut-être. Mais au moins, je serai chez moi. Et je serai libre. Les 15 minutes qui ont suivi ont été les plus longues, les plus étouffantes de ma vie. Je suis restée enfermée dans ma voiture, moteur tournant, la climatisation à fond pour ne pas étouffer, tandis que ma famille s'agitait autour de moi comme une meute de loups affamés cherchant une faille dans la bergerie. Amaury donnait des coups de pied rageurs dans mes pneus, laissant des traces noires sur les jantes. Cyrielle prenait des selfies devant ma façade en pierre, faisant lever de la victoire, postant probablement déjà sur Instagram sa nouvelle maison de rêve en ignorant totalement la propriétaire légitime assiégée dans sa voiture à 3 mètres d'elle. Puis, le son salvateur d'une sirène a déchiré l'air lourd. Le gyrophare bleu a balayé les troncs des platanes. 2 gendarmes, un homme grand et sec et une femme plus jeune au regard vif, sont descendus du véhicule d'intervention. Immédiatement, l'attitude de mes parents a changé du tout au tout. C'était une transformation digne d'un Oscar, une performance d'acteur terrifiante. Papa a baissé les épaules, courbé le dos, prenant l'air d'un vieillard fragile et dépassé. Maman a sorti un mouchoir en dentelle de son sac pour s'éponger des larmes imaginaires. Cyrielle s'est tenue le ventre à 2 mains, gémissant de douleur et s'appuyant lourdement contre Amaury qui prenait un air de mari protecteur et accablé. « Dieu merci, vous êtes là !» a crié maman en se précipitant vers les gendarmes, les mains jointes comme pour une prière. Notre fille, elle est devenue folle. Elle refuse de nous laisser entrer chez nous. Ma belle-fille est enceinte, elle va faire un malaise avec cette chaleur. C'est inhumain. Le gendarme a froncé les sourcils, regardant Cyrielle qui jouait la comédie à la perfection, respirant fort comme si elle allait s'évanouir. C'est vrai, madame ?
m'a demandé le gendarme en se tournant vers moi alors que je baissais ma vitre. Vous refusez l'accès à vos parents âgés et à une femme enceinte? Je suis sortie de la voiture, mon dossier bleu serré contre ma poitrine comme un bouclier médiéval. C'était le dossier de ma société, celui que je gardais toujours avec moi. Ce n'est pas leur maison, monsieur l'agent. C'est la mienne. Ils tentent de forcer l'entrée. Ils ont menacé de défoncer mon portail. C'est faux. A hurlé Amaury, la veine de son cou saillant dangereusement. C'est la maison de famille. On a tous mis de l'argent dedans. C'est un bien commun. Le gendarme a levé la main, paume ouverte, pour demander le silence absolu. Calmez-vous. On ne s'entend plus. Qui a les papiers? Qui peut prouver la propriété de ce bien? C'est là que j'ai abattu ma carte maîtresse. Je n'ai pas juste sorti un titre de propriété classique. J'ai sorti les statuts juridiques complets de ma structure. Cette propriété appartient à la SCI La Citadelle, ai-je expliqué calmement, bien que ma voix manquât de se briser sous la tension nerveuse. Je suis la gérante et l'associée unique de cette société civile immobilière. Voici l'acte de vente notarié daté de juin 2014. Voici les relevés de banque des 10 dernières années prouvant que je paie seul le crédit, la taxe foncière, les charges et l'entretien. Ces gens n'ont aucun droit, aucun titre, aucun bail. Ils ne sont même jamais venus ici avant aujourd'hui. Le gendarme a pris le dossier. Il a ajusté ses lunettes. Il a lu attentivement, page après page, vérifiant les tampons officiels, les signatures, les dates. Le silence s'est étiré, pesant. Puis il a levé les yeux vers mes parents. Monsieur, madame, avez-vous un document officiel, un acte notarié ou un bail, prouvant que vous êtes propriétaire ou locataire de ce bien? Papa a bafouillé, son visage virant au cramoisi. Il a brandi son papier manuscrit ridicule, sa main tremblant légèrement. Nous avons un accord moral. Je suis son père. J'ai payé pour ses couches. Ce papier prouve notre accord intrafamilial. Le gendarme a jeté un coup d'œil rapide au papier, puis a secoué la tête, un mélange de pitié professionnelle et de fermeté dans le regard. Monsieur, je vais être clair. En France, un accord moral gribouillé sur un coin de table ne vaut rien contre un titre de propriété enregistré et des statuts de TCI. Vous êtes sur une propriété privée. La propriétaire légale vous demande de partir. Vous devez partir. Immédiatement. Mais ma femme est enceinte. A protesté Amaury, tentant une dernière fois d'utiliser le ventre de Cyrielle comme un passe-droit émotionnel. C'est de la non-assistance à personne en danger. Alors emmenez-la à l'hôpital ou à l'hôtel le plus proche, monsieur, a répondu la gendarme femme, sèchement, coupant court à la manipulation. Il y a un excellent hôtel à 5 kilomètres. Mais vous ne pouvez pas rester ici sans le consentement de la propriétaire. Allez, on circule. Faites demi-tour avec le camion. Le visage de maman s'est décomposé. Le masque de la vieille dame fragile est tombé pour révéler quelque chose de bien plus laid. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la haine pure, distillée. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs meurtriers. Tu nous chasses? Ta propre chair? Ton propre sang? Pour des briques et du ciment? Tu es un monstre, Isor. Un monstre froid et sans cœur. Je protège ce qui est à moi, maman. Comme tu as toujours protégé Amaury, même quand il avait tort. Surtout quand il avait tort. Ils ont dû reculer. Le camion a dû faire une manœuvre pénible pour faire demi-tour dans l'allée étroite, écrasant encore quelques buissons au passage. Mais avant de monter dans sa voiture, papa s'est arrêté à ma hauteur et m'a pointé du doigt, son index tremblant de rage. Tu n'es plus ma fille. Tu es morte pour nous. Ne compte plus jamais sur nous. J'ai regardé leur voiture s'éloigner dans un nuage de poussière ocre. J'avais gagné la bataille, les gendarmes étaient de mon côté. Mais je savais, au fond de mes tripes, que la guerre ne faisait que commencer. Ils n'allaient pas abandonner si facilement une villa à 1 million d'euros. Pas avec un mariage en jeu. Pas avec leur orgueil démesuré. Je fais une pause ici pour vous poser une question cruciale. Mettez-vous à ma place un instant. Si vos parents, ceux qui vous ont donné la vie, se présentaient chez vous en exigeant votre maison pour votre frère ou votre sœur, en utilisant la culpabilité familiale, auriez-vous eu le courage de les mettre dehors avec la police? Ou auriez-vous cédé pour la paix des familles?
Dites-moi honnêtement ce que vous auriez fait dans les commentaires, je lis tout. Le silence est revenu sur la citadelle, mais il avait un goût amer, métallique. Ce n'était plus le silence apaisant de la Provence, c'était le silence lourd d'avant la tempête. Je me suis enfermée à double tour, activant l'alarme périphérique que je n'utilisais jamais, fermant les volets en plein jour. J'ai passé la soirée à trembler, incapable d'avaler quoi que ce soit, sursautant au moindre craquement du bois de la charpente, guettant le bruit d'un moteur. Le lendemain matin, j'ai compris que si l'attaque physique avait échoué, l'attaque psychologique, elle, venait de commencer avec une violence inouïe. En allumant mon téléphone, que j'avais éteint pour essayer de dormir quelques heures, j'ai vu l'écran s'illuminer d'une avalanche de notifications. Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Tout clignotait en rouge. Le compteur de messages non lui montait à une vitesse vertigineuse. Amaury avait lancé l'offensive médiatique. Sur Facebook, il avait posté une photo dramatique de Cyrielle, assise sur une valise au bord d'une route départementale, la tête dans les mains, en pleurs. La mise en scène était grossière, mais efficace. La légende qui accompagnait la photo était un chef-d'œuvre de fiction manipulatrice. Ma propre sœur, Isor, architecte multimillionnaire sans cœur, vient de mettre ses parents âgés et cardiaques ainsi que sa belle-sœur enceinte de 6 mois à la rue en pleine canicule. Nous devions fêter notre mariage dans la maison familiale comme prévu depuis des mois, mais elle a décidé de la garder pour elle toute seule par pure jalousie maladive. Elle a appelé la police pour nous faire expulser comme des criminels. Nous sommes SDF ce soir. Voilà le vrai visage de la réussite. Partagez pour que tout le monde sache qui est vraiment Isor l'architecte. #famille toxique, #SDF, #monstre. Le post avait déjà 400 partages. Des centaines de commentaires s'empilaient. Les commentaires étaient atroces, d'une violence gratuite qui me donnait la nausée. Des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis 10 ans m'insultaient publiquement. Honte à toi. Comment peux-tu faire ça à tes parents? Monstre. L'argent t'a pourri jusqu'à l'os. On ne laisse pas une femme enceinte dehors. Même des inconnus s'y mettaient, galvanisés par l'histoire. Un certain Jojo très écrivait, on devrait aller brûler sa maison avec elle dedans, ça lui apprendra la vie. Mais le pire, c'était les messages vocaux sur mon répondeur personnel. Tante Béatrice, la sœur de mon père, une femme que je pensais aimante. Isor, tu es la honte de la famille. Ton père a fait un malaise cardiaque à cause de toi cette nuit, je savais que c'était un mensonge, mais ça faisait mal. Si tu ne leur rends pas les clés immédiatement, ne t'avise plus jamais de porter notre nom. Tu es banni. Mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. J'ai décroché, pensant naïvement que c'était peut-être un client ou un artisan. Salope égoïste, a craché une voix d'homme inconnu avant de raccrocher brutalement. Ils avaient diffusé mon numéro professionnel sur les réseaux sociaux. Je me sentais salie. Acculée. C'est la technique classique des familles narcissiques, la triangulation. Quand ils ne peuvent plus contrôler leur victime directement, ils contrôlent la façon dont les autres la voient. Ils isolent la victime, la transforment en paria, pour la forcer à revenir ramper demander pardon. Vers midi, alors que je préparais un thé pour calmer mes nerfs, j'ai entendu un bruit effroyable de verre brisé dans le salon. J'ai couru. Une pierre, grosse comme le poing, avait traversé la grande baille vitrée donnant sur la terrasse, atterrissant sur mon tapis perçant au milieu d'une pluie d'éclats de verre. Autour de la pierre, un papier était attaché avec un élastique. Je l'ai déplié avec des doigts tremblants. En lettres capitales mal formées, rends la maison ou ONT la brûle. J'ai regardé par le trou béant de la fenêtre, caché derrière le rideau de lin. J'ai vu une voiture démarrer en trombe au bout du chemin. C'était la vieille Peugeot grise de mon père. J'ai eu peur. Vraiment peur. Pas pour ma maison, mais pour ma vie. Ils étaient désespérés. Et des gens désespérés, convaincus de leur bon droit, sont capables de tout. J'ai appelé mon avocat, maître Vianney, en urgence. Vianney, c'est Isor. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils me harcèlent, me diffament sur Internet, ont leaké mon numéro et maintenant ils vandalisent ma maison. Ils ont jeté une pierre dans mon salon. La voix de Vianney était froide, précise, rassurante comme un scalpel. Ne réponds à rien sur les réseaux sociaux. Ne commente pas, fais des captures d'écran de tout, absolument tout. Appelle un vitrier et garde la facture. Isor, je vais lancer une procédure d'urgence, mais j'ai besoin que tu sois forte.
J'ai fait des recherches approfondies ce matin sur la situation financière de tes parents et de ton frère. Et? Ai-je demandé, redoutant la réponse. C'est pire que ce qu'on pensait. Ils ne veulent pas ta maison par simple caprice ou jalousie. Ils en ont besoin pour survivre physiquement. Comment ça, survivre? Ai-je demandé, serrant mon téléphone si fort que mes jointures étaient blanches, le sang désertant mes mains. Tes parents sont ruinés, Isor, a expliqué Vianney sans prendre de gants. Totalement ruinés. Ils ont vendu leur maison principale, celle où tu as grandi, il y a 2 ans. Ils vivaient en location dans un appartement meublé, mais ils ont été expulsés la semaine dernière pour 6 mois d'impayés de loyer. Ils ont plus de 80 000 € de dettes à la consommation répartis sur 12 crédits revolving différents. Je me suis laissé tomber sur le canapé, ignorant les éclats de verre qui crissaient sous mes chaussons. Ruiné? Mon père, qui se vantait toujours lors des repas de famille de ses investissements judicieux et de son flair financier? Ma mère qui affichait toujours des sacs de marque? Et Amaury? Ai-je murmuré, la gorge sèche. C'est lui la cause, le patient zéro de cette épidémie financière, a poursuivi Vianney, implacable. J'ai tracé les flux bancaires. Tes parents ont liquidé leur assurance vie et leur placement retraite pour couvrir les pertes d'Amaury dans une arnaque aux crypto-monnaies l'année dernière. Ils ont aussi financé son projet de restaurant bio qui n'a jamais ouvert ses portes. Amaury a 36 ans, aucune épargne, aucun revenu déclaré depuis 3 ans, et il doit de l'argent à des gens, peu recommandables à Marseille. Tout s'éclairait d'une lumière crue et sordide. Ce n'était pas un cadeau de mariage. C'était un hold-up. C'était une opération de sauvetage désespérée. Ils avaient besoin de ma maison pour éblouir les beaux-parents de Cyrielle. Le père de Cyrielle est un promoteur immobilier très influent, très riche et connu pour être impitoyable. Amaury lui a fait croire qu'il était un investisseur immobilier à succès et qu'il possédait la citadelle. Ils ont parié sur ce mariage comme on parie son dernier jeton au casino, ai-je compris à voix haute, l'horreur de la situation me submergeant. S'ils arrivent à marier Amaury à cette héritière, ils pensent que le père de Cyrielle épongera leurs dettes ou investira dans les projets fantômes d'Amaury. Exactement, a confirmé Vianney. Ta maison est le décor indispensable de leur escroquerie. Sans la maison, le mensonge s'effondre. Pas de maison, pas de mariage. Pas de mariage, pas d'argent. Et s'ils n'ont pas d'argent, ils sont finis. Ils sont à la rue. J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Je n'étais pas seulement la fille indigne qui refusait de partager, j'étais l'obstacle unique entre eux et leur salut financier, entre eux et le gouffre. C'est pour ça qu'ils étaient si violents, si acharnés. Ils jouaient leur survie. Ils n'avaient plus rien à perdre. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message WhatsApp. Je m'attendais à une autre insulte, mais c'était un numéro que je n'avais pas. La photo de profil montrait un chat noir. C'était tante Olympe. Olympe est la sœur cadette de ma mère. La brebis galeuse officielle de la famille, celle qui a quitté le clan il y a 20 ans pour vivre sa vie, celle dont on ne prononce pas le nom lors des repas de Noël. Retrouve-moi au Café des Lys à Lourmarin dans 1 heure. Viens seul. J'ai quelque chose qui va t'aider à les achever. C'est urgent. J'ai hésité. Était-ce un piège? Olympe ne m'avait pas parlé depuis mon adolescence. Était-elle de mèche avec eux? Mais la curiosité et le désespoir étaient plus forts que la prudence. J'ai pris ma voiture, vérifiant obsessionnellement dans le rétroviseur que personne ne me suivait. Au café, sur la petite place ombragée, Olympe m'attendait à une table isolée. Elle avait vieilli, ses cheveux étaient gris-fer, coupés courts, mais elle avait toujours ce regard perçant, intelligent, si différent de celui, fuyant et vitreux, de ma mère. Elle fumait une cigarette fine avec élégance. « Ils t'ont fait vivre un enfer hier, hein ?» a-t-elle dit en guise de bonjour, sa voix rocailleuse. Tout le village en parle. Ils ont essayé de voler ma maison, ai-je répondu en m'asseyant, gardant mes lunettes de soleil pour cacher mes cernes. Ils t'ont volé bien plus que ça, ma petite, a dit Olympe en posant une main baguée sur la mienne. Son contact était chaud, rassurant. Elle a sorti une enveloppe jaune, jaunie par le temps, tachée de café, de son sac à main en cuir usé. Tu t'es toujours demandé comment tes parents avaient payé la première Porsche d'Amaury quand il a eu 18 ans? Alors qu'il pleurait misère et refusait de te payer ton école d'architecture? J'ai hoché la tête. C'était une blessure ancienne qui ne s'était jamais refermée,
une injustice fondatrice de ma vie d'adulte. Ouvre, a-t-elle dit simplement. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une copie carbone d'un testament. Celui de ma grand-mère maternelle, décédée l'année de mes 18 ans. J'ai lu les lignes et mon souffle s'est coupé. Je lègue la somme de 50 000 €, issue de la vente de mes bijoux, à ma petite-fille Isor, pour ses études et son avenir, car elle est la seule à avoir pris soin de moi. Je n'avais jamais vu cet argent. Pas un centime. Ils ont imité ta signature, a lâché Olympe, implacable. Regarde la page suivante. C'est un document de renonciation et de transfert de fonds. Ta mère a imité ta signature d'adolescente. Le virement a été fait sur le compte joint de tes parents. Le lendemain, Amaury avait sa voiture de sport. Le monde a vacillé autour de moi. Les platanes de la place semblaient tourner. Ce n'était pas seulement du favoritisme toxique. C'était un crime. Un vol qualifié. Ils avaient volé mon héritage, mon avenir, la dernière preuve d'amour de ma grand-mère, pour nourrir l'ego insatiable de mon frère. Et j'avais dû travailler nuit et jour, faire des ménages dans des bureaux à 5 heures du matin, manger des pâtes sans beurre pendant 5 ans pour payer mes études, en pensant qu'ils n'avaient juste pas les moyens. Pourquoi tu me le dis maintenant ? Ai-je demandé, les larmes aux yeux, un mélange de douleur et de soulagement. Parce que j'ai vu ce qu'ils te font sur Facebook, a dit Olympe en écrasant sa cigarette avec rage. Et parce que je déteste les voir gagner. Ils m'ont fait pareil il y a 30 ans. Avec ça, Isor, tu ne vas pas seulement garder ta maison. Tu vas pouvoir les envoyer en prison. Tu as l'arme atomique entre les mains. Je suis resté un long moment à fixer la signature falsifiée au bas du document. C'était une imitation maladroite, tremblotante, de mon écriture d'adolescente. Je revoyais ma mère, assise à la table de la cuisine, signant probablement ce papier tout en buvant son café, sans une once de remords, effaçant mon avenir d'un trait de plume pour offrir un jouet à son fils adoré. La colère froide qui m'habitait s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. De l'acier trempé. Je ne ressentais plus de pitié, plus de doute. Seulement une détermination glaciale. Merci, tante Olympe, ai-je dit, ma voix ne tremblant plus. Je ne l'oublierai pas. Ne me remercie pas, a-t-elle répondu avec un sourire triste et complice. Venge-nous. Venge toutes les fois où ils nous ont fait sentir que nous n'étions rien, que nous étions des pièces rapportées dans le grand spectacle d'Amaury. Je suis rentrée à la citadelle avec un plan machiavélique. Je n'allais pas les confronter avec ce document tout de suite. Non, c'était une arme nucléaire, et on ne lâche pas une bombe nucléaire pour une simple escarmouche de frontière. On la garde pour la fin de la guerre, pour le coup de grâce. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une autre surprise dans ma boîte aux lettres. Le facteur avait dû passer pendant mon absence. C'était une enveloppe épaisse, couleur crème, d'un papier vélin luxueux, avec une calligraphie dorée en relief. Monsieur et Madame Devé. Les parents de Cyrielle ont l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille Cyrielle avec Monsieur Amaury. J'ai ouvert l'invitation. Mes mains tremblaient, mais cette fois de rage pure et d'excitation stratégique. Lieu de la réception, domaine de la citadelle, 40 chemin des Oliviers. Ils avaient osé. Ils avaient imprimé l'adresse de Ma Maison sur les invitations officielles envoyées à tout le gratin de la région. La date était dans 10 jours. Tout se mettait en place comme dans un jeu d'échecs. Amaury avait vendu du rêve à sa belle famille. Il leur avait probablement dit « Ma sœur ? Oh, elle garde la propriété pour moi, c'est une sorte de concierge de luxe, elle me la rendra pour le mariage, ne vous inquiétez pas. » Si je refusais l'accès le jour J, devant 200 invités, les traiteurs et la haute société locale, Amaury serait humilié publiquement. Son mensonge éclaterait au grand jour. Le père de Cyrielle comprendrait qu'il a marié sa fille à un clochard mythomane sans le sou. J'ai souri. Un sourire qui ne présageait rien de bon pour eux. Ils voulaient ma maison pour leur fête ? Ils allaient la voir. Mais pas comme ils l'imaginaient. Ils allaient avoir une fête inoubliable. J'ai appelé Vianney. Vianney, j'ai la preuve qu'ils m'ont volé 50 000 € il y a 16 ans. Olympe m'a tout donné. L'original du testament, la copie du faux virement. Vianney a sifflé d'admiration à l'autre bout du fil. Faux et usage de faux, abus de confiance, vol en réunion. Avec les intérêts légaux capitalisés sur 16 ans, ils te doivent plus de 90 000 € aujourd'hui.
Isor, on peut les détruire au tribunal pénal. C'est de la prison ferme. On va le faire, ai-je dit. Mais pas tout de suite. Je veux d'abord qu'ils commettent l'erreur fatale. Je veux les prendre la main dans le sac. Que vas-tu faire? Je vais leur laisser le champ libre. Je vais leur faire croire qu'ils ont gagné. Je vais ouvrir la porte du poulailler aux renards. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à ma mère. Pas d'appel, je ne voulais pas entendre sa voix triomphante. Maman, tu as gagné. Je suis épuisée par tout ça. Je ne veux pas que toute la famille me déteste. Je ne veux pas être celle qui gâche le mariage. Je pars en voyage d'affaires à Milan pour 2 semaines. Je vous laisse la maison pour le mariage. La clé est sous le pot de géranium, comme avant. S'il vous plaît, respectez mes affaires. La réponse est arrivée 3 secondes plus tard. Pas de merci, pas de je t'aime, pas de pardon. Juste, enfin tu deviens raisonnable. On arrive dans 1 heure. Fais en sorte que ce soit propre. Et laisse le code du Wi-Fi. J'ai fait mes valises. J'ai caché mes objets de valeur sentimentale et financière, bijoux, disques durs de travail, documents originaux, dans un coffre à la banque. Mais j'ai laissé le reste. Mes meubles design, mes tableaux, ma vaisselle en porcelaine. Et surtout, j'ai activé les 6 caméras de sécurité intérieure que j'avais fait installer discrètement l'année dernière après une vague de cambriolage dans la région. Elles sont minuscules, cachées dans des détecteurs de fumée et des étagères de bibliothèque. Elles enregistrent le son et l'image en haute définition 4K, et tout est envoyé en temps réel sur un serveur cloud sécurisé auquel j'ai accès depuis mon téléphone. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. Mais je ne suis pas allée à Milan. Je suis allée à l'hôtel Les Borises, un établissement discret à 5 km de là, sur une colline qui surplombe la vallée. J'ai installé mon quartier général dans une chambre avec vue. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connectée au flux vidéo de ma maison, et j'ai attendu. Le piège était tendu. Le cheval de Troie était en place. Il n'a fallu que 45 minutes pour qu'ils arrivent. Ils devaient guetter mon départ depuis le bout du chemin. Sur l'écran de mon ordinateur, je les ai vus entrer. La qualité de l'image était cristalline. Ils n'ont même pas cherché la clé sous le pot de fleurs. Amaury a donné un grand coup de pied dans la porte d'entrée en chêne massif, juste pour le plaisir de la domination, avant de se rendre compte qu'elle était déverrouillée. Il a laissé une trace de boue sur le bois verni. Putain, c'est pas trop tôt. A gueulé Amaury en entrant dans mon salon cathédral avec ses chaussures sales. Cyrielle a suivi, traînant ses valises à roulettes sur mon parquet en chêne ancien, laissant des rayures profondes dans la cire. Elle regardait autour d'elle avec un air de critique d'art raté. C'est moche, cette déco, a-t-elle commenté en regardant mes tableaux d'art abstrait. C'est froid. On va tout décrocher. Maman, aide-moi à mettre ces horreurs au garage. On mettra nos photos à la place. Mon cœur s'est serré douloureusement en voyant ma mère, Bernadette, décrocher sans ménagement une toile que j'avais achetée avec mon premier gros chèque d'architecte, une œuvre d'un artiste local que j'adorais. Elle a posé contre le mur, face contre terre, comme un déchet encombrant. Oui ma chérie, on va arranger ça. On va rendre ça chaleureux pour le mariage. Où est la chambre principale? A demandé Amaury en montant l'escalier 4x4. Je l'ai suivi via la caméra du couloir de l'étage. Il est entré dans ma chambre. Mon espace le plus intime. Il s'est jeté sur mon lit, tout habillé, avec ses chaussures. Il a rebondi sur le matelas. Ça, c'est la vie. A-t-il hurlé. Cyrielle, viens voir. Le lit est immense. Et il y a un dressing de dingue. J'ai dû fermer les yeux un instant, respirer profondément pour ne pas vomir. La violation de mon intimité était insupportable. Ils étaient chez moi, ils touchaient mes draps, ils ouvraient mon frigo, ils utilisaient mes toilettes, ils buvaient mon vin. C'était comme un viol psychologique. Dans la cuisine, caméra 3, j'ai vu mon père ouvrir une bouteille de Château Margaux 2005 que je gardais pour une très grande occasion, peut-être mes 40 ans ou un prix d'architecture. Il a bu au goulot, le vin rouge coulant sur son menton. À la santé de la stupidité d'Isor. A-t-il porté un toast dans le vide, riant de sa propre blague? Cette petite imbécile a vraiment cru qu'elle pouvait nous tenir tête. Au final, elle plie toujours. Elle a besoin de notre approbation.
Elle a juste besoin d'être remise à sa place de temps en temps, a répondu maman en fouillant dans mes placards, mangeant des noix de cajou à même le bocal. Oh regarde, elle a du foie gras. On va se faire un festin ce soir. Sors le pain de mie. J'ai passé les 48 heures suivantes dans ma chambre d'hôtel, les yeux rivés sur mon écran, à accumuler des preuves. Chaque insulte, chaque dégradation, chaque aveu était enregistré, catalogué, horodaté. J'ai vu Cyrielle jeter mes produits de beauté de luxe, crème, parfum, dans la poubelle de la salle de bain pour faire de la place aux siens. J'ai vu Amaury faire venir un serrurier le lendemain matin à 8 heures. J'ai perdu mes clés, changez-moi tous les barillets, a-t-il menti au serrurier avec un aplomb fascinant. Je suis le propriétaire, Amaury. Il a donné mon nom de famille. J'ai enregistré la facture que le serrurier lui a tendue. J'ai enregistré le mensonge d'usurpation d'identité. Mais le moment le plus incriminant, celui que j'attendais sans oser l'espérer, est arrivé le deuxième soir. Ils étaient à table, ma table en bois brut, ivres de mon vin, repus de ma nourriture. L'atmosphère était à la célébration. Amaury riait fort, les joues rouges. Le vieux, parlant de son futur beau-père, n'y a vu que du feu. Quand il verra la maison demain pour la prévisite, il va signer le chèque pour l'apport de l'appartement à Paris. Il croit que je vends cette villa après le mariage pour acheter un triplex à Paris. Quel con! Tu es un génie, mon fils, a dit maman avec une adoration aveugle, lui caressant la main. Et Isor ne saura jamais rien. Quand elle reviendra de Milan, on changera les serrures à nouveau si besoin, ou on lui dira que c'est la loi des squatteurs. Avec le bébé là, elle ne pourra pas nous mettre dehors avant la fin de la trêve hivernale. D'ici là, on aura l'argent du beau-père. Et l'argent de grand-mère ? A demandé papa, soudain inquiet, une lueur de peur dans les yeux. Elle n'a jamais rien su ? Elle n'a jamais réclamé ? Jamais, a ricané maman en se resservant du vin. Elle était trop occupée à pleurer sur ses maquettes et ses livres. Elle est naïve. Cet argent était bien mieux investi dans ta voiture, Amaury. Tu en avais besoin pour ton image. Elle s'en est sortie toute seule, non ? C'est la justice sociale. J'avais tout. L'aveu du vol de l'héritage. La préméditation de l'escroquerie au mariage. La volonté de me déposséder définitivement par le squat. J'ai sauvegardé la vidéo sur 3 disques durs différents et sur 2 serveurs cloud. J'en ai envoyé une copie cryptée à Vianney. Le lendemain, c'était le jour de la grande visite de la belle famille. 3 jours avant le mariage. Le jour où le beau-père devait valider le lieu et signer le chèque de dotation. J'ai appelé Vianney. C'est l'heure. Appelle l'huissier de justice. Appelle les gendarmes. Dis-leur que j'ai des preuves de cambriolage en cours et de squat agressif. On y va. Tu es prête ? A demandé Vianney. Je n'ai jamais été aussi prête de ma vie. Je vais reprendre ce qui est à moi. Le cortège a quitté le parking de l'hôtel telle une armée en marche. Ma voiture en tête, suivie de la berline noire de Vianney, puis celle de l'huissier de justice, un homme immense et impassible nommé Maître Durand, et enfin 2 véhicules bleus de gendarmerie. J'avais insisté auprès du capitaine sur le risque élevé de violence, montrant les messages de menaces de mort et la photo de la vitre brisée. Les gendarmes ne prenaient aucun risque, ils étaient équipés. Nous sommes arrivés à la citadelle à 19 heures précises. Le soleil commençait à descendre sur les Alpilles, baignant la pierre dorée de ma maison d'une lumière magnifique, presque irréelle. Le portail était grand ouvert. Il y avait des ballons blancs et dorés accrochés aux piliers centenaires. Plusieurs voitures de luxe, Porsche Cayenne, Mercedes Classe S, étaient garées dans l'allée de gravier. La belle famille était là. Le piège était plein. J'ai entendu de la musique. Du jazz smooth. Il faisait un cocktail au bord de ma piscine. J'entendais des rires, le tintement des verres. J'ai garé ma voiture en travers du portail pour bloquer toute sortie possible. Personne ne s'échapperait. Les gendarmes sont descendus, ajustant leur ceinture et leur képi. L'huissier a sorti son carnet et son appareil photo. Nous avons marché vers la terrasse en silence, le gravier crissant sous nos pas. La scène qui s'est offerte à nous était surréaliste. Cyrielle, vêtue de blanc, riait aux éclats avec une femme qui devait être sa mère, une dame très liftée. Amaury, en chemise de lin blanche, jouait au maître des lieux, servant du champagne à un homme bedonnant en costume cher, le fameux beau-père promoteur.
Mes parents faisaient les larbins, passant parmi les invités avec des plateaux de mes propres petits fours, un sourire servile aux lèvres. Personne ne nous a vus tout de suite. Ils étaient trop occupés à célébrer leur victoire volée. J'ai marché d'un pas décidé jusqu'à la chaîne stéréo installée dehors, près du bar. J'ai débranché la prise brutalement. La musique s'est coupée. Le saxophoniste s'est tu. Un silence de mort est tombé sur l'assemblée. Même les cigales semblaient retenir leur souffle. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Amaury a lâché sa coupe de champagne. Elle s'est brisée sur le sol en travertin. Isor? Qu'est-ce que tu fous là? A-t-il balbutié, son visage passant de la joie à la terreur. Bonsoir tout le monde, ai-je dit, ma voix portant clair et fort, amplifiée par l'adrénaline. Désolé d'interrompre cette mascarade. Je suis Isor, la propriétaire de cette maison. Et vous êtes tous ici illégalement. Le beau-père de Cyrielle a froncé les sourcils, posant son verre. Pardon? Amaury, qui est cette femme? Tu m'as dit que c'était ta maison et que ta sœur était en Italie. Amaury est devenu écarlate. Il s'est précipité vers moi, menaçant, les poings serrés. Dégage. Tu avais dit que tu partais. Tu es folle. Tu gâches tout. Il a levé la main pour me pousser, peut-être même me frapper devant tout le monde. Mais avant qu'il ne puisse me toucher, 2 gendarmes ont surgi de derrière les haies de laurier. Monsieur. Reculez immédiatement. Main en l'air. Gendarmerie nationale. La foule a poussé un cri collectif. Cyrielle s'est mise à hurler, portant les mains à sa tête. Maître Vianney, à vous, ai-je dit, reculant d'un pas pour laisser faire la justice. Vianney s'est avancé, tendant un document officiel au beau-père sidéré. Monsieur, je suis l'avocat de mademoiselle Isor. Votre futur gendre est un imposteur. Il a cambriolé cette maison il y a 48 heures, forcé l'entrée, changé les serrures illégalement et séquestré le bien d'autrui. Voici le titre de propriété. Il est 100% au nom de ma cliente et de sa société. Amaury n'a aucun droit ici. Le beau-père a saisi le document. Il a lu. Son visage est passé du rouge au violet sombre. Il s'est tourné vers Amaury, tremblant de rage contenue. C'est vrai? A-t-il tonné, sa voix faisant vibrer les verres. Tu m'as dit que tu avais acheté ça avec tes gains en bourse. Tu m'as montré des photos. C'est compliqué. A bafouillé Amaury, suant à grosses gouttes, reculant vers la piscine. C'est la maison de famille, c'est pareil. Elle est ma sœur, elle partage. C'est un malentendu administratif. Je ne partage rien avec des voleurs, ai-je coupé, impitoyable. Monsieur l'huissier, veuillez constater les dégradations et l'occupation illicite. L'huissier a commencé à prendre des photos avec un flash aveuglant. Les tableaux décrochés et entassés. Les rayures au sol. Les bouteilles vides. Les serrures forcées. Chaque flash était comme un coup de poignard dans leur mensonge. Et ce n'est pas tout, ai-je continué, me tournant vers mes parents qui tentaient de se cacher derrière le buffet, espérant devenir invisibles. Gendarme, je souhaite également porter plainte contre monsieur Amaury, monsieur Régis et madame Bernadette pour faux et usage de faux, abus de confiance et vol en réunion concernant le détournement d'un héritage de 50 000 € datant de 2008. J'ai ici l'aveu enregistré hier soir dans cette même cuisine, par mes caméras de surveillance. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la vidéo, connectée à une enceinte Bluetooth portable que j'avais apportée. La voix de ma mère a résonné dans le silence du jardin, claire, nette, indéniable, elle n'a jamais rien su. Cet argent était mieux investi dans ta voiture, Amaury. Elle est naïve. C'était le coup de grâce. L'estocade finale. L'effet de l'enregistrement a été dévastateur, immédiat. Le père de Cyrielle a regardé mes parents avec un dégoût absolu, comme s'ils regardaient des insectes nuisibles. Vous êtes des escrocs, a-t-il dit calmement, mais d'une voix qui glaçait le sang. Une famille d'escrocs minables. Vous vouliez me faire payer vos dettes? Vous vouliez me faire financer votre vie de parasite? Il s'est tourné vers sa fille, Cyrielle, qui pleurait hystériquement sur un transat, son maquillage coulant sur sa robe blanche. Cyrielle, lève-toi. On part. Tout de suite. Mais papa. Le mariage. Les invités.
À jeun Cyrielle, refusant de voir la réalité. Il n'y aura pas de mariage. A rugi le père, perdant enfin son calme. Tu crois que je vais te laisser épouser un chômeur menteur qui vole sa propre sœur, usurpe une propriété et ment sur tout? Il voulait mon argent pour éponger ses dettes. C'est fini. Tu montes dans la voiture ou je te coupe les vivres définitivement. Amaury a tenté un geste désespéré, pathétique. Il a attrapé le bras de Cyrielle. Bébé, ne l'écoute pas. On s'aime. C'est ma sœur la folle. Le père de Cyrielle n'a pas hésité une seconde. Il a pivoté et a décoché une droite magistrale dans la mâchoire d'Amaury. Le bruit de l'impact a été esséurant. Amaury a titubé en arrière, a perdu l'équilibre et est tombé à la renverse dans la piscine, tout habillé, au milieu des bouées flamants roses qu'ils avaient achetées avec mon argent. Plouf. Les gendarmes ont dû intervenir pour empêcher le père de Cyrielle de sauter dans l'eau pour l'achever. Monsieur, calmez-vous. On s'occupe de lui. Laissez faire la justice. Ils ont sorti Amaury de l'eau, trempé, l'œil déjà en train de gonfler, crachant de l'eau chlorée. Il ressemblait à un rat noyé. Toute sa superbe, toute son arrogance avait disparu. Monsieur Amaury, vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile, dégradation volontaire, usurpation d'identité et escroquerie, a récité le gendarme. Ils lui ont passé les menottes. Le clic du métal a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Une symphonie de justice. Maman s'est jetée aux pieds du gendarme, s'accrochant à son pantalon, perdant toute dignité. Non. Pas mon fils. Il n'a rien fait. C'est elle la méchante. Arrêtez-la, elle. Elle me pointait du doigt, le visage déformé par la haine et les larmes. Tu es maudite, Isor. Tu envoies ton frère en prison. Tu détruis la famille. Non, maman, ai-je répondu, les yeux secs, la voix ferme. C'est lui qui s'y est envoyé tout seul avec ses mensonges. Et vous venez avec lui. Vous êtes complice. Les gendarmes ont aussi embarqué mes parents. Papa a essayé de résister, invoquant son âge, son cœur fragile, mais ils l'ont poussé dans la voiture sans ménagement. J'ai vu mon père, cet homme qui m'avait terrorisé toute mon enfance, être plié en deux pour entrer dans le véhicule de police, la tête basse, menotté comme un vulgaire délinquant de bas étage. Cyrielle et sa famille sont partis dans un crissement de pneus furieux, laissant derrière le chaos, les ballons crevés et les petits fours entamés. Cyrielle ne m'a même pas regardé. Je suis restée seule sur ma terrasse avec Vianney et l'huissier. Le soleil s'est couché, peignant le ciel de violet et d'orange. Les cigales se sont tues, laissant place au chant des grillons. La maison était en désordre. Il y avait du verre cassé, de l'eau partout, des traces de boue. Mais c'était ma maison. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle était vraiment débarrassée de leurs fantômes. Ça va aller? A demandé Vianney doucement, rangeant ses dossiers. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait le jasmin, la nuit qui tombe et la victoire. Oui. Ça va aller. J'ai juste un peu de ménage à faire. Beaucoup de ménage. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon juridique, un marathon de procédures, mais Vianney a été un requin, ne lâchant rien. Amaury a passé 3 mois en détention provisoire à la prison de Luynes. Lors du procès, son avocat a essayé de jouer la carte de la victime, disant qu'il avait des problèmes psychologiques, qu'il était sous l'emprise du désir de plaire. Le juge n'a pas été impressionné, surtout après avoir visionné les vidéos de lui se vantant de l'arnaque et riant de ma naïveté. Il a été condamné à 18 mois de prison dont 6 fermes aménageables, et une obligation de soins psychiatriques. Il a désormais un casier judiciaire qui l'empêche de prétendre à la plupart des emplois qu'il visait. Mais le plus dur, le plus destructeur, a été pour mes parents. L'affaire de l'héritage volé a fait scandale. Le tribunal a reconnu le faux et l'usage de faux. Ils ont été condamnés à me rembourser les 50 000 € avec les intérêts légaux capitalisés sur 16 ans, ce qui montait la somme à près de 92 000 €. Comme ils n'avaient pas cet argent, ayant tout dilapidé pour Amaury, le tribunal a ordonné la saisie de leurs comptes bancaires et de leurs derniers biens de valeur, la voiture, quelques bijoux. Ils ont été déclarés en faillite personnelle. Aujourd'hui, ils vivent dans un petit HLM en banlieue d'Avignon, survivant avec le minimum vieillesse, isolés et amers. Ils ont tout perdu en voulant trop prendre. Amaury est sorti de prison.
Il porte un bracelet électronique. Cyrielle a avorté 2 semaines après le scandale et a déménagé à l'étranger, à Londres je crois, pour échapper à la honte et refaire sa vie loin de ce fiasco. Le mariage n'a jamais eu lieu. Amaury travaille comme manutentionnaire de nuit dans un entrepôt logistique. Il a interdiction formelle de m'approcher ou de me contacter à moins de 5 km, sous peine de retourner en cellule. Quant à la famille élargie, c'est le grand schisme. La moitié ne me parle plus, me traitant de briseuse de famille, disant que le linge sale se lave en famille et que j'aurais dû pardonner. L'autre moitié, celle qui avait peur de la méchanceté de mes parents, m'a envoyé des messages de soutien discret, admirant mon courage. Tante Olympe vient déjeuner tous les dimanches. Nous buvons du vin sur la terrasse, nous mangeons des olives et nous rions. Elle est la mère que j'aurais dû avoir. Elle m'a raconté comment il l'avait traitée, elle aussi, et nous trouvons une guérison dans nos échanges. Il m'a fallu du temps pour enlever les traces physiques de leur passage. J'ai dû poncer le parquet où Cyrielle avait traîné ses valises. J'ai dû repeindre le mur où Amaury avait essayé de percer des trous pour sa télé géante. J'ai dû jeter le matelas sur lequel il s'était couché avec ses chaussures. Mais chaque coup de pinceau, chaque coup de balai était une thérapie. Je réclamais mon espace. Je purifiais ma vie. Je reprenais le contrôle. Hier, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était tremblante, hésitante. C'était celle de ma mère. Pas d'adresse de retour. Je l'ai tenue un moment au-dessus de la poubelle de la cuisine. Je savais exactement ce qu'il y avait dedans. Des excuses fausses? Des reproches? Une demande d'argent déguisée? On est vieux, on est malade, et pitié, on était parents. J'ai pensé à la petite fille de 12 ans qui pleurait seule dans sa chambre sur sa maquette brisée. J'ai pensé à l'étudiante qui sautait des repas pour payer ses livres pendant que son frère roulait en Porsche neuve. J'ai pensé à la femme qui avait dû appeler la police pour avoir le droit d'entrer chez elle. Je n'ai pas ouvert la lettre. Je l'ai emmenée dans le salon. J'ai allumé un feu dans la cheminée, même s'il ne faisait pas froid. J'ai jeté l'enveloppe scellée dans les flammes. J'ai regardé le papier se recroqueviller, noircir, puis s'enflammer dans une brève lueur orange. La fumée s'est envolée par le conduit. C'était fini. Je ne suis plus leur victime. Je ne suis plus leur banque. Je ne suis plus leur paillasson. Je suis Isor. Et je suis enfin chez moi, vraiment chez moi. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné la force, si vous en avez besoin, de poser vos limites, même avec votre famille. Surtout avec votre famille. On nous apprend que le sang est plus important que tout, mais c'est faux. Le respect est plus important. L'amour sain est plus important. Parfois, couper les ponts est le seul moyen de se sauver de la noyade. On ne doit rien à ceux qui nous détruisent, même s'ils nous ont donné la vie. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de résilience, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne et faire connaître ces histoires. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de vengeance. Dites-moi en commentaire pour finir, ai-je eu raison de brûler la lettre de ma mère sans la lire? Ou auriez-vous été curieux de savoir ce qu'elle avait à dire après tout ça? J'ai hâte de lire vos avis. À bientôt pour une nouvelle histoire.
No. No, this way. No, this way. Okay, maybe I should stop now because she doesn't care anymore. No, come here. This way. No, get on. Get on the treadmill. No, then the treadmill. No, on the treadmill. Okay, get on the treadmill. Get on the treadmill. Walk, fat ass! Walk! Do I give up on her? I think I give up on her. No, fat ass. You get on the treadmill and then you get some. You have to exercise before you can have your treats. You're the fat ass. Excuse me? Leave her alone? Well, she can't be this greedy, you know? You gotta teach her. You gotta teach them. Get on the treadmill. She's trying to get it. She's trying to get it from across the room. You have to get on, bro. You gotta get on. You gotta get on the treadmill. She can get. So do I just hold it here until she gets on? Aw. Come here. Why is she pretending like she's not reaching for it? Like she's embarrassed she can't reach it, so she starts licking herself. Like she's hiding the fact that she's reaching for it. Embarrassing. She doesn't like the treadmill. Amanda using cat for content instead of walking on it herself. Shh, this might be the move. Isn't this more entertaining anyways? Who wants to watch me walk on the treadmill? What the fuck? Bruh, why is she so lazy? Oh my gosh, she's just like me. Yeah, I give up. I give up. That was cool for like the first 10 seconds. Don't call her names. I'm gonna call her whatever I want to call her. I'm sweaty. I think that was enough cardio for me. Oh my god. Like the blood rushed to my head because I was leaning forward. That was a lot of work. Oh my god. Oh my god. How do I tell her I can't eat while walking? She isn't the brightest. Well, she'll get some if she gets on to walk and then she gets off and then I'll feed her. Oh my god, OMG, your life is so hard. I know. Oh my god, I know. I had to do all that cardio trying to get powder to walk on the treadmill. Oh my god. Okay, fine, I'll walk. Leaning forward is too much of a workout. Fucking doing Orange Justice was too much of a workout for me. Where's the remote? Where's my remote? Oh, there it is. Okay. Well, now I'll walk, I guess. You want? Is this entertaining? But if she was a man, you wouldn't judge her this hard. True, Santi, true. Said nobody. Said nobody. Max speed. Run! 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 I don't think I can. I'm running! Hello? I'm running! I'm running! I'm running! I'm scared! It's so fast! Max! I'm gonna get an injury! I'm gonna fall! Okay, this is the max. Oh my god, this is the max. Why did you make me do this? Hello? That's good content though. Running? Is this interesting? I kind of look stupid. It kind of looks like I'm running in place. Oh my god, I'm gonna fall off. Subs for exercise. Oh my god, I should make that a redeem. Wait, I'm gonna make that a redeem. Can you guys hear it too? Wait, hold up. I need to stop it. Okay, wait.